Donc les inégalités sont en voie d'aggravation. On le sait par des chiffres en plus multiples, le plus spectaculaire étant celui qui nous dit qu'aujourd'hui, depuis l'année dernière, 8 personnes à elles seules possèdent davantage que les 3,7 milliards les plus pauvres de la planète. Et si on est simplement, enfin vous voyez, sans être un bolchevique, si simplement on se dit, bon, je fais du Montesquieu bas de gamme. Et on nous avait appris à l'école tout de même, c'était le fond de civisme, disons, de nos sociétés, que la plus grande crainte était celle d'une concentration des pouvoirs, et que dans ce cas-là, il fallait des contre-pouvoirs. Eh bien, nous avons un pouvoir sacrément concentré tout de même. Si 8 personnes possèdent davantage que 3,7 milliards, et on voit par ailleurs que ces personnes-là possèdent davantage souvent de liquidités que certains États européens n'en possèdent puisqu'ils sont tous endettés. Si bien qu'on le voit, les possibilités de corruption, évidemment, se multiplient et que les institutions, à la fois judiciaires et politiques, sont incapables, en réalité, de résister à ce pouvoir. Et ça, c'est un élément très inquiétant. La dernière illustration, et on parlera de littérature plus que de politique, mais je crois que ça se noue toujours. C'est ce qui vient de se passer avec Bayer, vous voyez, c'est-à-dire, au fond, avec ce qu'on appelle le glyphosate. Le glyphosate, c'est quoi? Pourquoi l'Allemagne, tout à coup, on nous le présente sous un lemme très aimable? L'Allemagne aurait brusquement décidé de prolonger, et de changer son point de vue. C'est que Bayer a fait une pression très forte sur Angela Merkel, et Bayer, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. C'est les mêmes. C'est le Zyklon, le gaz des camps de la mort. Bon. Et depuis, l'histoire de Bayer est absolument jumelée de scandales. Celui du sang contaminé, les huiles contaminées, enfin ce genre de choses. Et là, on voit qu'ils sont capables de corrompre, au fond, les édiles européens et de les faire changer très brutalement, au moment de leur rachat de Monsanto, de politique. Donc tout ça est évidemment inquiétant, parce que finalement, au fond du fond, le glyphosate, c'est grave, mais il y a beaucoup plus grave encore. Et il y a notamment, précisément, la façon dont toutes les décisions sont prises. C'est-à-dire, si c'est le glyphosate, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la même chose pour le reste. Là, c'est juste un peu plus spectaculaire, parce que les écologistes sont alarmés. Donc, voilà. On est tous un petit peu. Voilà, donc voilà pourquoi l'histoire. Parce que je pense que dans ces moments-là, dans ces moments de trouble, dans ces moments où la pente, depuis une trentaine d'années, est aux inégalités et à la restriction relative mais progressive des libertés, eh bien l'histoire est un recours explicatif, de comparaison qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent au moins un début d'explication, et puis un rapport au monde, un rapport du coup à la réalité du monde. Donc ça c'est pour, si tu veux, l'horizon général dans lequel s'inscrivent tous ces livres. Seulement évidemment les livres comme le reste s'y inscrivent avec des différences idéologiques en réalité très fortes, mais qui aujourd'hui sont peu exprimées pour une raison simple, c'est qu'on est dans une période où la domination, nous n'avons finalement, depuis la fin de la guerre froide, qu'une seule position idéologique dominante et hégémonique, qui est la position libérale. Et à l'intérieur de cette position, tenue par quasiment toute la presse aujourd'hui, à 3 exceptions près, eh bien, évidemment que les différences idéologiques à l'intérieur des livres s'expriment très peu. On entend peu les journalistes en parler. Quant aux auteurs, évidemment, ils évitent, voilà, ils sont un peu pieds-poings liés. Et puis, surtout, ceux qui comment dire, tiennent finalement un discours au fond réactionnaire, évitent de le dire, puisqu'ils peuvent passer même dans la presse pour aujourd'hui progressistes. Vous voyez. Donc voilà, je crois qu'il y a des différences en fait importantes qui traversent comme ça les livres, les œuvres qui sont produites, mais qui sont pour le moment tues. Voilà. C'est-à-dire, il y a une grande différence, par exemple, entre Bergogneau, qui a beaucoup écrit sur l'histoire, et Guèze, à mon avis. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes positions, ni sur l'histoire, ni sur la politique en général, mais tout ça ne se dit pas. On commet des critiques de leurs livres comme si, au fond, ils s'intéressaient à l'histoire, et que voilà, ça pouvait avoir un intérêt local, momentané. Et pour finir et être complet sur la guerre, sur la Deuxième Guerre, l'intérêt pour la Deuxième Guerre, je crois, est tout simplement, il est parfois traité à la légère aujourd'hui par des gens qui disent on a régulièrement des livres sur la Deuxième Guerre. Eh bien, il est normal que la Deuxième Guerre revienne dans les livres puisqu'elle est là dans les consciences. C'est-à-dire que les historiens parfois se plaignent à juste titre de comparaisons trop rapides, vous voyez, avec l'entre-deux-guerres. On n'en est pas là, qu'est-ce que c'est que cette réduction toujours à la Deuxième Guerre? Mais en même temps, si tout ça revient dans les consciences et dans les conversations, pourquoi pas s'y intéresser justement de nouveau? Non pas pour établir des comparaisons strictes, mais pour essayer par d'autres chemins de voir en quoi, précisément, et pour quelles raisons, de façon obsessionnelle, cette chose revient. Et elle revient, je crois, tout simplement parce que depuis la Deuxième Guerre, au fond, la Deuxième Guerre elle-même et la Shoah sont au cœur de notre savoir. Elles ont redéfini et redistribué complètement la question. Pour en donner un exemple, la question de la fausse conscience.